Claude Sibéril, c'est vous qui avez écrit La Grande Eau. La Grande Eau, pour l'instant, elle s'est fait la malle. Oui, tout à fait, mais j'espère que ce n'est que provisoire. Parce que les deux grandes vannes vont être remplacées sous peu et l'étang va retrouver son niveau d'été normal, quitte à ne pas déborder de trop l'hiver prochain, j'espère. C'est ici donc l'étang de Carbescon, à côté de Rostronin. Justement, pourquoi s'appelle-t-il Carbescon? Il a toute une histoire, cet étang. Alors l'origine du nom, je ne le connais pas exactement. Le manoir de Carbescon est attesté depuis le XVIe siècle, voire le début du XVIIe. Et le moulin de Carbescon lui-même, on en trouve des traces dans les archives depuis le XVIe siècle. Il y a des actes par exemple de 1555. Et c'était un des 12 moulins de la baronnie de Rostronin. À l'origine donc en Kergrismoelou. Et ensuite il a été vendu à la Révolution, il a été vendu à des civils. Et donc en tant que location, les meuniers se sont succédés donc jusqu'à l'aube du 19e siècle. Et mon grand-père, Yves Sibéril, l'a acheté en 1898. Il était meunier de profession, natif de Trégornan. Il avait appris son métier de meunier au moulin du Coron, en dessous de Glomel. Et il est venu ici s'installer avec sa famille. Ils ont eu 3 enfants. Donc il a exercé son activité de meunier jusque dans les années 1920. Alors comment ça se passait donc? Qu'est-ce qu'on apportait ici au moulin? Qu'est-ce qu'on apportait à moudre, comme on dit? Les cultivateurs des communes environnantes venaient, parce qu'ils avaient une bonne réputation et ils n'étaient pas trop volés. On disait souvent millénaire l'air, le meunier voleur, mais ça ne devait pas être trop le cas puisqu'il a réussi à développer son moulin. Donc au départ une roue, ensuite 2 roues. Et donc les cultivateurs apportaient surtout du blé et éventuellement de l'avoine. Et aussi, donc ils faisaient aussi un mélange, on appelle ça le bouet de mort, donc la nourriture pour les cochons. Et c'est comme ça qu'il a exercé son activité de meunier pendant 6-7 mois de l'année quand il avait beaucoup d'eau. Et le reste du temps, c'était une petite ferme avec quelques vaches, des porcs, un poulailler et 2 chevaux aussi pour livrer la farine dans les fermes environnantes. Les cultivateurs venaient s'y approvisionner en farine et aussi les boulangers qui pratiquaient l'échange direct. C'est ça, donc c'était une espèce de troc. C'était une troc, comme on dit aujourd'hui, de bartering. C'était presque du commerce moderne, très tendance. Oui, oui, oui. Jusque dans les années 1950. Donc là, mon grand-père a exercé toute son activité. Ensuite, il a pris la suite d'Yves. Donc François a pris la suite d'Yves. Des années 1920, donc après la guerre 14, jusqu'au début après la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, il a été meunier pendant toute cette époque. Il a eu à souffrir de l'occupation allemande parce que toute la population locale venait un petit peu en cachette s'approvisionner en farine fraîche, à l'insu des Allemands bien entendu. Et ils faisaient leur pain aussi, ils avaient construit un four là, derrière la maison. Du producteur au consommateur. Du producteur au consommateur. En toute clandestinité. Voilà. Et en tout honneur. En tout honneur. Et ensuite, donc, quand il a pris sa retraite vers les années 45-46, c'est mon père, Valentin, qui a pris la succession en tant que jeune meunier. Jusque dans les années 1950, donc en 54-55, il pensait pouvoir développer son activité. Donc il a refaire à neuf toutes les machineries. Donc il n'y avait plus de roues à cette époque-là, c'était une turbine à eau qui était beaucoup plus rentable, qui développait le rendement par 7 ou 8, avec aussi peu d'eau. Et
d'un seul coup, les lois sur l'agriculture ont changé et il n'était plus possible de pratiquer l'échange, donc au profit des grandes minoteries de la région parisienne. Donc, et ça a été la fin ici ça a été la du moulin de fin Carbescon. de Moulin de Carbescon et des 9 dixièmes de tous les petits moulins du secteur, du centre-Bretagne, qui n'ont pas pu se transformer, qui n'ont pas pu évoluer, qui ont été vendus ensuite comme résidence secondaire. Ça a été la perte d'un certain savoir-faire. Tout à fait, absolument, à 100%, oui, parce que les meuniers ont dû se reconvertir. Claude, merci beaucoup. Je vous en prie.